Bonjour, ravi de vous retrouver au menu de cette première partie d'émission ce matin. L'heure de vérité pour les opposants à la réforme des retraites. Ils veulent faire de ce vendredi le temps fort de leur contestation. C'est le jour ou jamais, dit Philippe Martinez, alors que le texte de la réforme va être présenté en Conseil des ministres ce matin. C'est donc une journée sous haute tension qui s'annonce à Paris. Pour en parler avec nous, Marie-Laure Harel, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère La République En Marche de Paris et porte-parole du candidat Benjamin Griveaux. Virginie Leguet, bonjour. Vous êtes membre, chef de service adjoint du service politique de Paris Match. Pardonnez-moi, je vais y arriver. David Guiraud, bonjour. Vous êtes porte-parole des jeunes de la France Insoumise. Aymeric Caron, bonjour. Journaliste, essayiste. Et Rocco Contanto, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire du syndicat Unité SGP Police à Paris. On commence avec le sujet d'inquiétude justement pour les forces de l'ordre aujourd'hui, le parcours de la manif prévu à Paris. Regardez-le, ce parcours. Il est assez étonnant parce que normalement, il n'y a pas d'autorisation pour une arrivée place de la Concorde et c'est ce qui va se produire. Or, si on traverse le pont, on est à l'Assemblée nationale. On tourne de l'autre côté, on est à l'Élysée. On va en face, on est sur les Champs-Élysées. Ça peut évidemment poser problème à l'heure de la dispersion ce soir, vous l'avez compris. On va retrouver sur place Catherine André pour LCI. Catherine, vous êtes place de la République au départ de ce parcours, un parcours qui inquiète donc ce matin. Et oui, c'est d'ici de la place de la République que le cortège va s'élancer à 11h. Il passera notamment par le boulevard Saint-Martin, par Châtelet-Les Halles. Et puis les manifestants rejoindront à pied par les quais la place de la Concorde. Vous l'avez dit, le point chaud, le lieu à haut risque de cette manifestation. Parce qu'effectivement, cette place de la Concorde, elle relie l'Assemblée nationale, l'Élysée. Et pour les forces de l'ordre, il faut à tout prix éviter que des manifestants rejoignent à pied ces lieux alors qu'ils n'y sont pas autorisés. Il faut aussi éviter des débordements, la présence de casseurs, alors qu'il n'y a pas d'arrêté de fermeture pour les commerces, les restaurants qui se trouvent sur le parcours. On ne sait pas combien d'hommes sont mobilisés aujourd'hui. La préfecture de police n'a pas communiqué le chiffre, mais l'on sait que les effectifs de police vont notamment se concentrer autour de cette place de la Concorde. À l'heure de la dispersion, c'est là que les inquiétudes se concentrent pour les syndicats de police et pour les forces de l'ordre. La manifestation donc qui partira à partir de 11h de la place de la République et le rassemblement est prévu dès 9h30 ici. Merci Catherine. Rocco Contanto, il vous inquiète ce parcours, il inquiète vos collègues? Écoutez un petit peu, puisque c'est un peu inédit, le fait que la manifestation s'arrête à Place de la Concorde. Ça risque de cristalliser la volonté de certains éléments radicaux de vouloir aller sur les Champs-Élysées. Néanmoins, ce sont les organisateurs qui ont demandé ce parcours. Ce parcours a été validé par la préfecture de police. Les forces de police, il y a 35 forces mobiles, donc il y aura plusieurs milliers de policiers et gendarmes qui seront présents. Et il y aura évidemment un bouclage important, Place de la Concorde. Mais bon, il y a des consignes particulières qui ont été données, et justement pour l'heure de la dispersion, d'ailleurs, c'est quoi? Les consignes qui ont été données, c'est déjà, il y aura un périmètre où les personnes ne pourront pas, en dispersion, lorsqu'on siffle la fin de la récréation, entre guillemets, il faut se disperser. Néanmoins, vous savez que ça devient une sorte de marronnier. Vous allez avoir toujours des éléments radicaux qui vont vouloir en découdre avec la police nationale, comme à chaque fois. Et donc, l'objectif sera de les interpeller et surtout d'empêcher l'accès aux Champs-Élysées ou au quartier des ministères. Donc les champs seront bloqués, c'est-à-dire que oui. côté Élysée, on ne peut pas y aller, côté Champs-Élysées, ça sera compliqué à mon avis. Vous ne bloquez pas le pont pour accéder à l'Assemblée nationale? Je pense que ce sera bloqué. Je n'ai pas toutes les informations. Mais tout sera bloqué en fait, alors ça va être ça va être assez compliqué. Il y aura des itinéraires de sortie, évidemment. On ne pourra pas faire un phénomène de NAS, puisque les gens, il faudra bien qu'il y ait une voie de sortie pour pouvoir partir. Aymeric Caron, ça vous inspire? J'écoute, moi je ne suis pas spécialiste en organisation de manifestations, mais je crois que le gouvernement a montré qu'il sait mettre les moyens nécessaires en ce qui concerne les forces de l'ordre lorsqu'il le décide. Et je crois que moi je ne suis pas extrêmement inquiet par rapport au fait que des symboles de la République pourraient être visés en raison du fait que ce cortège va arriver place de la Concorde. Je pense qu'en effet tout sera hyper bouclé et que voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt que les manifestants vont avoir une liberté de mouvement extrêmement restreinte. C'est la seule chose que j'imagine. En fin de parcours, oui. Ça sera... En fin de parcours, oui. David Guiraud. Moi, je constate que sur 50 jours de mobilisation, les manifestations syndicales, elles se sont toutes vraiment bien passées. Il y a eu très peu de heurts pendant les manifestations syndicales. Les syndicats, c'est des organisations responsables. Ça se passe en général assez bien par rapport à d'autres manifs qu'on avait connus. Maintenant, moi, effectivement, il y a peut-être un point d'inquiétude sur la rue de Rivoli, en fait, parce que c'est là, moi, pour avoir fait plusieurs manifs, que ce soit Gilets jaunes ou autres, c'est vrai qu'il y a des vitrines
de magasins facilement accessibles, mais si la préfecture a validé le parcours et qu'elle l'a fait en concertation avec les organisations syndicales, c'est qu'a priori, il ne devrait pas y avoir ce problème. Moi, ce à quoi je vais être attentif, c'est aux ordres politiques de maintien de l'ordre qui vont être donnés. Parce que si vous naissez trop tôt... Pour moi, la place de la Concorde, ce n'est pas le plus gros problème. Parce qu'il suffit de bloquer un pont, plutôt qu'une immense rue, vous avez juste un pont à bloquer pour que le passage vers l'Assemblée soit interdit. Et s'agissant des Champs-Élysées, c'est pareil. L'entrée, elle n'est pas si énorme que ça. Il y a quand même une grande avenue. Mais ce n'est pas non plus le point, pour moi, le plus difficile à cadenasser. Mais par contre, si on commence à se dire qu'il faut nasser toute la place parce que les gens sont des gens dangereux, en puissance, etc., là, effectivement, ça risque d'attiser les tensions. Et je rappelle que dans le droit français, que dans le droit international, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel et qu'il est impensable de considérer la dangerosité d'une manifestation avant qu'elle ait lieu. Il peut y avoir des réactions. Oui, non, mais voilà. Mais moi, je regarderai ce que fera la préfecture là-bas parce que j'ai peu confiance. Oui, non, mais d'ailleurs, le droit de manifester est en aucun cas contesté, puisque là, d'ailleurs, on trouve que les pouvoirs publics sont particulièrement cléments d'autoriser un cheminement qui peut mettre en péril des... Et en tant que conseillère de Paris, ça vous inquiète? Les commerces n'ont pas reçu... Bien sûr, c'est exactement ce dont j'allais parler. Je suis d'accord avec vous sur le fait que je ne sais pas si on peut dire que les manifestations sont systématiquement bien passées, parce que moi, élue parisienne, je vois quand même un certain nombre de vitres brisées, de devantures en bois. On a vu des kiosques à journaux qui brûlaient, mais ça reste moins violent que ce à quoi on a pu assister à travers les manifestations successives des Gilets jaunes. On n'est pas du tout dans ça. Moi, la pensée que j'ai avant tout, quand vous montrez la place de la République, j'habite juste à côté, je suis élue du 3e arrondissement, et ce que vivent les commerçants, particulièrement dans ce secteur, est terriblement douloureux. Ceux qui sont autour de la place de la République, ils se prennent de plein fouet systématiquement les manifestations, ils se sont pris de plein fouet les Gilets jaunes, et ça recommence encore et encore. Il faut quand même noter qu'à Paris, 96, depuis les manifestations liées à la réforme des retraites, 96, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui le déclare, 96% des commerçants ont subi une baisse de chiffre d'affaires. Une part importante d'entre eux a perdu 40% de leur chiffre d'affaires. C'est pire encore quand ils sont aux abords des gares, puisque comme il n'y avait plus de mode de transport, leurs activités fatalement se sont effondrées. Donc je crois que pour les commerçants, honnêtement, ce que vous voyez là, moi ça fait plus d'1 an que je vois, d'ailleurs Olivier Grégoire, député de Paris, l'a très bien dit hier, sur le boulevard Beaumarchais, entre la place de la République et la place de la Bastille, toutes les vitrines sont couvertes de devantures de bois. Tous les distributeurs sont éventrés, et c'est comme ça depuis 1 an et demi. C'est une situation qui est insupportable pour les habitants et pour les commerçants. Il y a une autre inquiétude en marge de cette manifestation, c'est, j'allais dire, les techniques policières pour réprimer à un moment donné les éventuels débordements. On sait que ça a posé beaucoup de problèmes. En lisant le Parisien ce matin, on apprend par exemple que Emmanuel Macron, ça l'inquiète de ces recrudescences de ce que certains pourraient appeler des bavures. Il demande d'ailleurs à son ministre de l'Intérieur de calmer le jeu. Est-ce que vous avez des nouvelles consignes, j'allais dire, sur la méthode d'action? Strictement pas. On n'a pas de nouvelles consignes. On applique la technique du maintien de l'ordre comme on l'a appliqué depuis qu'on a revu cette technique-là après les manifestations catastrophiques du 1er et du 8 décembre 2018. D'ailleurs, M. Macron ne l'a pas entendu à ce moment-là, parce que je vous signale que la République, elle a tremblé ce jour-là. C'était vraiment une émeute et une guérilla urbaine. Le problème, c'est que il faut remettre les choses en perspective. Lorsqu'on les remet en perspective, on remarque que les manifestations se passent relativement bien. Il y a quelques épiphénomènes qu'on a vus. On fait un focus dessus, 3 secondes de vidéo, et on ne prend pas en compte l'intégralité de la vidéo. Le tireur de LBD à 1 mètre, un exemple. Ça a fait 2 semaines de médias, ça. Je peux vous dire que la personne, juste avant, si on va regarder la vidéo, on voit cette personne-là avec des gants coqués, une casquette coquée, une sorte de gilet pare-balles pratiquement coqué, qui agresse et à coups de poing frappe les forces de l'ordre. Mais ça, on ne l'a pas vu sur la vidéo. On voit juste le tir de LBD. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que lorsqu'on remet tout en perspective, on comprend mieux les choses. Il y a de toute façon un soutien, j'allais dire, quand même dans l'opinion publique, de la manière d'utiliser la force par la police. Un sondage qui vient de paraître, regardez le résultat, 54% considèrent que la manière que les policiers ont eu de gérer ces manifestations n'est pas excessive. Alors, il y a quand même 45% qui pensent qu'elle est excessive, et là, finalement, on a quand même aussi le sentiment... Mais vous voyez à qui on a affaire en face, ces éléments radicaux, ça a changé par rapport à il y a 20 ans. Oui, je vous parle de l'état de l'opinion sur la question. Vous faites partie plutôt d'ailleurs des 45%. Oui, je pense que 100% de ceux qui ont été blessés, des milliers de blessés par les manifestants, pensent que cette police est trop violente. Donc, et je pense que dans ceux qui disent qu'elle ne l'est pas, c'est sans doute des gens qui
n'ont pas été confrontés directement à ces violences-là. Il y a quand même aujourd'hui un vrai problème du comportement de la police. Il y a des instructions qui ont été passées, ça ne vous pouvez pas le nier. Il y a eu après Malik Oussekine, donc dans les années 80, un changement dans la manière de gérer les manifestations. On a eu des consignes qui ont été passées pour dire on ne va plus au contact directement des manifestants, on essaie au maximum de rester en retrait. Et effectivement, vous l'avez rappelé, après les 1er et 8 décembre, il y a des consignes qui ont été données en disant allez au contact, allez-y, n'hésitez pas, faites leur peur, frappez-les. Et vous citez l'exemple de cette vidéo du tir du LBD à 2 mètres. Je n'ai pas l'élément que vous venez de citer. En revanche, on a beaucoup d'éléments qui nous montrent que sur d'autres cas documentés, par des journalistes, par des témoins, par d'autres vidéos, on voit des tirs de LBD qui ont visé des manifestants complètement inoffensifs. Parfois même des gens qui ne manifestaient même pas, comme un étudiant, même pas un étudiant, un lycéen de 15 ans à Strasbourg, mâchoire fracturée par un tir de LBD. Après, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Il y en a plein. Bon, on a 5 éborgnés, on a 25 éborgnés, 5 mains arrachées, bon, etc., etc. Et on voit vraiment qu'il y a aujourd'hui une culture de la violence policière qui est encouragée par l'État. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, un manifestant craint pour sa sécurité. Vous ne pouvez pas faire de généralité. Vous dites la police nationale. Non. Les forces de l'ordre. Non. Les forces de l'ordre. Si vous remettez, excusez-moi encore, tout en perspective, non, regardez le nombre de manifestations, le nombre de manifestants, le comportement exemplaire de pratiquement toute la police nationale. Alors, je vous l'accorde, il y a des épiphénomènes. Hein. Comme disait Audiard, une phrase d'Audiard, il y a des poissons volants, mais ça ne constitue pas la majorité du genre. Voilà, on en est là. Mais 99,9%. Une grande partie des forces de l'ordre qui souhaitent faire correctement leur travail. Il se trouve qu'ils ont des consignes, les policiers, les gendarmes. Le problème, c'est qu'il y a une radicalisation. La mise en place des dards, des braves, etc. Quand même, on a quand même le retour des voltigeurs. Enfin, on a des choses aussi. C'est pas les poissons volants, c'est les voltigeurs. C'est pas les PVM. Les PVM de Malik Oussekine, on est encore d'ailleurs. C'est pas les mêmes exactement, on est d'accord, mais c'est le même état d'esprit. On est encore dans le syndrome Malik Oussekine aujourd'hui, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que les images sont là. Ça n'est pas. Et il n'y a pas que les images. Les blessés sont là pour en témoigner, des vies brisées. On va laisser parler la dame un petit peu. Non, je suis très sage, je vous écoute. Moi, je suis étonnée. Là, je lisais tout à l'heure votre bandeau, le ton et les consignes changent. Le ton change peut-être, les consignes ne changent pas. Et dans le fond, la police, elle ne fait qu'obéir aux consignes qu'on lui donne. Donc il y a là quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'est pas assumé par l'exécutif. Il y avait un point d'interrogation dans le bandeau. Oui, mais en fait, les consignes ne changent absolument pas. Monsieur vient de le dire. On leur a pas dit de modifier leur comportement. Donc on peut prétendre que oui, il y a des... Parfois, j'ai entendu cette expression des crocs en jambes à l'éthique à la suite de la vidéo de cette jeune fille. Mais enfin, c'est de l'habillage. Sur le terrain, les forces de l'ordre, elles ont un modus operandi qui n'a pas bougé depuis l'arrivée du préfet allemand. Il n'a pas bougé j'allais dire par la force des choses, puisqu'on a demandé à ce que ça bouge pour qu'on n'ait plus jamais les images des Champs-Élysées. Depuis, on n'a plus jamais les images des Champs-Élysées. Non, on a d'autres images. On a des vidéos toutes les semaines absolument terribles. Et pour le tir de LBD, il faudrait effectivement voir ce qui s'est passé avant. Le dernier que vous venez de décrire, à savoir ce tir de 2 mètres. Mais même l'utilisation du LBD, le LBD ne doit pas être utilisé comme cela. Le LBD ne doit être utilisé. Vous savez très bien, il y a des consignes très strictes uniquement si vraiment la vie du policier est menacée. Et en plus, même dans ce cas-là, le LBD doit être utilisé sous un certain angle. Jamais il a été question que parce que quelqu'un pousse un peu, on lui tire un tir de LBD dans la tête. Vous savez, il y a ceux... c'est comme les pavés, hein. Il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui les prennent dans la gueule, monsieur. Je peux vous dire que là-dessus, il faut remettre les choses aussi en perspective sur le terrain. Il faut voir ce que vivent mes collègues sur le terrain. Mon collègue, il a été agressé. Il a eu ses réflexes épidermiques, alors évidemment, il n'a pas tiré... C'est vrai que sur la vidéo qu'on voit, ça n'est pas évident ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un mouvement de foule. On voit un de vos collègues avec une matraque qui essaye de ratisser tout ce qu'il y a sur son passage d'une violence absolument incompréhensible. Enfin, vous conviendrez, Émeric, qu'on ne voit pas l'avant, on ne voit pas l'après. C'est la raison pour laquelle je parle des images que l'on voit. On voit quelques secondes, je termine, on voit quelques secondes tirées de leur contexte, qui effectivement sont souvent, j'ai presque fini, sont souvent en défaveur. Alors, je termine juste, je vais juste répondre à ça, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Vous avez raison de parler du contexte. On voit souvent quelques secondes qui sont tirées de leur contexte, qui montrent en général un policier dans une situation où il ne devrait pas être, avec des gestes qui sont qualifiés officiellement d'inappropriés, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant ou après. On a également, vous avez raison, sauf qu'on a, je termine là-dessus, Olivier, pardonnez-moi, on a par exemple un cas en novembre, place d'Italie, d'un manifestant, où là on a l'avant, on a l'après, d'un manifestant qui est en train de parler tout simplement avec d'autres manifestants très calmement et qui se prend un tir de LBD venu de 100 mètres de là, sans aucune raison. On a un cas à Bordeaux qui a été documenté de manière exceptionnelle par le journal Le Monde, qui reconstitue 15 minutes de la séquence
qui a engendré un tir de LBD sur un manifestant qui s'est retrouvé dans le coma. On Et on avance voit, un peu. on voit que les forces de l'ordre tirent sans aucune raison. On a des tas de cas extrêmement de Vous savez, on peut étaler chacun notre catalogue de la Redoute. non, vous pouvez pas dire que c'est un catalogue de la Redoute quand on parle de vies humaines brisées. C'est pas la Redoute. C'est pas la Redoute, c'est des vies humaines, monsieur. Au niveau de mes collègues aussi, je peux vous en citer. Mais non, malheureusement, pour l'instant, surtout les manifestants qui trinquent. Il y a un moment, il faut regarder, il y a deux éléments dans la discussion. Il y en a qu'un, c'est que moi, par rapport, on parlait du sondage, des gens qui estiment que la violence, souvent, en fait, le rapport à la police change à partir du moment où on y est confronté. Et moi, je me souviens que mes premières manifestations vraiment un peu sérieuses en tant qu'étudiant, c'était sous Valls. Et c'était sous Valls qu'on a inauguré cette pratique policière qui consiste à dire qu'il faut être extrêmement près du cordon de manifestants. Et dans ma vie, j'ai vu la conséquence directe de ça. C'est une amie à moi qui s'appelle Leïla qui, pendant une charge policière, parce que tout ça se passe très près des manifestants, se casse le coude. Et quand vous avez le coude cassé de vos bras principaux, je peux vous dire que votre vie est un enfer. Attendez, je finis juste sur ça, parce que moi, j'ai un ami, Gabriel, militant climat, qui se prend un éclat de grenade de désencerclement dans la jambe, qui a des lésions encore. Et ça, c'est une question d'ordre politique. La question de la formation de la police, c'est la responsabilité de l'État. Mais aussi la question des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et je le dis et je l'assume, il n'y a plus de sanctions, ou très peu, sur justement ces cas-là, parce que le pouvoir ne tient que plus que par sa police. Vous avez deux policiers qui viennent d'être envoyés en correctionnel pour des violences policières. C'est puni. Il y a des enquêtes de l'IGPN. On peut leur reprocher d'être lentes, mais elles aboutissent. Moi, je veux dire... Moi, je voudrais dire... Laissez-moi juste dire... Donnez-moi 10 secondes. Donnez-moi 10 secondes. Je n'ai pas ouvert ma bouche sur ce sujet. Je voudrais juste dire deux choses. De toute façon, la police, on n'est jamais content de ce qu'elle fait. On parle d'images très choquantes. C'est pas vrai. Les Français ont soutenu, notamment après les attentats, les Français soutenaient nos forces de police très fortement. Non, mais quand il y a des images, mais regardez par exemple la maire de Paris, c'est la première à dire que la police n'a pas fait son travail quand les manifestations de gilets jaunes dérapent, et c'est la première maintenant à dire que ça va plus, ça va trop loin, il y a trop de violences policières. Donc on dit toujours que soit c'est trop, soit c'est pas assez. Personne n'est jamais satisfait. Il y a juste une chose. Vous étiez en train de dire que les tirs de LBD sont la plupart du temps illégitimes de la part des policiers. Je veux bien mener une discussion. Peut-être que parfois il y a des dérapages. Moi, je peux vous dire un truc, c'est qu'en tout cas, quand un policier se prend une trottinette, un pavé ou de l'acide, ça, dans 100% des cas, c'est illégitime. Ça, c'est illégal de jeter un pavé. Mais je dis qu'aujourd'hui, le LBD, il y a plein de pays qui font 100. On peut l'interdire. Nous, à la France Insoumise, on a essayé de faire les choses bien. Le plaquage ventral, c'est une pratique qu'on peut interdire. Juste pour mettre un chiffre. Alors, comment vous faites pour interpeller quelqu'un qui refuse de se laisser maîtriser pour une rébellion? Dans tous les pays, comme aux États-Unis. Juste un chiffre. Vous regardez comme aux États-Unis où c'est interdit. Informer nos téléspectateurs, vous disiez, il y a de plus en plus d'enquêtes, c'est la preuve que vous disiez, non, ces enquêtes, elles aboutissent pas. Voilà. En tout cas, il y a de plus en plus de plaintes, ça c'est sûr. Et maintenant, on va regarder le nombre d'enquêtes de l'IGPN. 219 enquêtes ouvertes à Paris. Pour l'instant, il y a 19 ouvertures d'informations judiciaires, c'est-à-dire enquêtes de justice qui suit. Et 2 renvois au tribunal. Ce sont les chiffres. En tout cas, ça c'est factuel. Plus 20% de violence à l'encontre des policiers l'année dernière. Ça, alors, au-delà de... J'ajouterais, une petite phrase, c'est que si les cas litigieux ne sont pas traités publiquement et sévèrement, ça jettera le discrédit sur l'ensemble des forces de l'ordre. Donc les forces de l'ordre elles-mêmes, et l'IGPN en particulier, ont tout intérêt à se montrer intraitables avec ceux qui ont peut-être usé de gestes qu'ils n'auraient pas dû. Alors cette défiance envers la police, elle est peut-être révélatrice d'un climat général de défiance, j'allais dire, vers la légitimité de l'État, tout simplement. Peut-être même d'ailleurs des institutions de l'État. C'est ce que pense Emmanuel Macron. Il s'en est ouvert dans son avion au retour de son voyage en Israël. Écoutez ce qu'il dit. Aujourd'hui, c'est installé dans notre société et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence, la haine à combattre. Tous ceux qui aujourd'hui dans notre démocratie se taisent sur ce sujet sont les complices aujourd'hui et pour demain de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre République. Ça me met mais alors dans une rage comme ça. Dans une rage. Pourquoi dans une rage? Vous maîtrisez la rage. Non mais je vais vous dire, moi j'étais en début de semaine, oui parce que je suis calme, mais en début de semaine, j'étais à une manifestation d'égoutiers, d'accord? Les égoutiers, on n'en parle pas beaucoup dans le pays, ils sont pas beaucoup, mais c'est des gens quand même qui travaillent à ce qu'on ne patauge pas dans nos propres excréments à Paris. Ces gens-là, ils ont... Alors, les statistiques, c'est toujours difficile d'espérance de vie sur des populations faibles, il faut le reconnaître.
mais c'est à peu près 17 ans d'espérance de vie en moins que les cadres. C'est-à-dire que ces gens, statistiquement, meurent vers 62 ans. Aujourd'hui, ils partent à la retraite à 52 ans. Quel rapport avec la dictature? Je vais vous le dire, vous allez voir. Quand ils vont avoir cette réforme des retraites, ils vont partir à la retraite à 62 ans. C'est pas ça qui est mis en cause par Emmanuel Macron. Ce qui est mis en cause par Emmanuel Macron, ce sont les discours parfois politiques, y compris de la France insoumise, qui remettent en cause la légitimité des urnes. Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir sur la légitimité, mais j'ai promis d'en parler, y compris aux égoutiers que j'ai croisés. Mais allons-y parce qu'il reste 4 minutes. Ces gens vont partir à la retraite et statistiquement vont mourir au moment où ils partiront à la retraite, voire pire. Parce que si on augmente de 10 ans leur âge de travail, ils mourront pendant le travail. La question de la légitimité, y a-t-il une autre légitimité que celle des urnes? Vous avez répété depuis un an. Je viendrai sur ça, ne vous inquiétez pas, il y en a plein des maintenant parce qu'après ça ne justifie pas. Vous êtes des responsables politiques, vous êtes élus. Oui, mais je veux répondre sur la légitimité. D'accord, j'y fais très attention. Quand tous les gens de la République En Marche parlaient de prise d'otages, assimilant les grévistes à des terroristes. Mais je parle de la France insoumise en général. Oui, mais attendez, qui a beaucoup dénoncé des choses qui n'étaient pas exactes. Sur la légitimité, deux choses. Bien sûr qu'il y a une légitimité dans le pays qui s'appelle la légitimité sociale. Les élections professionnelles, par exemple, de la fonction publique en 2018, le taux de participation, c'est 50%. C'est le même qu'aux élections européennes. Ces gens-là, les syndicalistes de ce pays, ont une légitimité. Deuxième chose, on nous parle de la légitimité d'Emmanuel Macron, qu'il aurait été élu sur un programme. Dans son programme, il est marqué noir sur blanc, je n'augmenterai pas l'âge de départ à la retraite. Je vous parle du mot dictature que vous utilisez depuis des mois et des mois et des mois. Ce matin, il y a une étude d'impact qui est sortie, qui dit qu'on nous parlait de l'âge pivot à 64 ans. La première génération, les gens qui sont nés en 75, vont partir à la retraite à 65 ans. C'est un reniement des promesses de campagne. Et la différence entre ceux qui disent... On entend bien cet argument. Oui, madame, que vous utilisez. On peut parler des tweets et des notes de blog, mais la vérité, c'est que ce gouvernement n'a pas besoin de jeter des cailloux pour être violent avec les gens. Il lui suffit d'écrire des textes de loi scélérates. Et ça, c'est ce que je condamne. Marie-Laure Harel, vous allez répondre, mais je voudrais quand même vous montrer un chiffre, parce que ce que dit M. Guiraud, ça a l'air partagé par 40% des Français. Alors 40%, c'est pas la majorité, on va regarder ce sondage. Est-ce que vous considérez que les actions de blocage, puisque c'est ça dont il s'agit, tout ce qui dépasse le cadre de légal, c'est légitime? 60% disent non, c'est pas légitime, c'est violent et c'est antidémocratique. Ok, 6 Français sur 10. Il en reste quand même 4 sur 10 qui pensent que finalement, cette violence, elle est légitime. Et donc, ce qu'on appelle en démocratie le monopole de la violence légitime par l'État est remis en cause. Et on revient à la conversation d'avant sur la police. Mais vous voyez comment vous introduisez votre sujet. Je place le débat. Donc 40%, c'est une minorité de personnes qui pensent comme vous aux insoumis. Il n'y a pas que mais on dirait que vous regrettez. Oui, mais on regrette. Le président semble dire qu'il y a un problème en France. Oui, non, mais attendez, ça, on est d'accord, mais on dirait que vous semblez regretter de ne pas pouvoir dire que c'est une majorité de personnes. C'est beaucoup, ça reste une minorité. Non, ne me prêtez pas d'attention. Donc voilà, il faut vraiment que vous preniez conscience des responsabilités qu'ont vos responsables politiques et particulièrement votre leader Jean-Luc Mélenchon. Quand on disait tout à l'heure que les manifestations se passent plus ou moins bien, à savoir de manière un peu moins grave que ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes ces derniers mois. Ça ne met pas de côté le fait que les actions qualifiées de coups de poing qui se passent à côté sont littéralement inadmissibles. Il est inadmissible d'empêcher des élus de la République de faire leurs vœux ou de faire des réunions politiques. Il est inadmissible de faire des coupures de courant. Il est inadmissible de mettre le feu à des kiosques, à journaux. Il est inadmissible d'envahir des locaux syndicaux de non-grévistes. Il est inadmissible de venir bousculer une dame qui veut conduire son métro parce qu'elle a choisi de ne pas faire la grève et qu'elle se fait encercler par une meute de grévistes. Donc tout ça est inadmissible. Madame, inadmissible. Ce sont des faits. Attendez, je vous ai écouté très calmement. Vous savez quoi? Là, je ne suis même pas dans le jugement. Je vous énumère des faits qu'on a tous vus à la télévision et qui sont absolument insupportables. Ce que je trouve très grave, c'est quand M. Mélenchon, Mme Obono, M. Corbière disent en fait, de toute façon, toutes ces violences, toutes ces actions coup de poing, c'est pas de la faute de ces personnes violentes, c'est de la faute du gouvernement. Quand M. Mélenchon appelle à l'insurrection, quand M. Mélenchon dit encore il y a 2 jours que Macron va finir comme Louis XV enterré de nuit sous les lancers de pierre, eh bien je trouve que c'est totalement odieux et irresponsable. Une ambiance factieuse. Vous êtes des factieux, la France insoumise? Mais vous encouragez les violences, très clairement. Et c'est pas responsable. Vous devriez apaiser la situation, pas mettre de l'huile sur le feu. Vous me parlez de mots d'apaisement, mais quand les gens de l'Union locale CGT cette semaine
semaine à Port-de-Bouc se font cailler sur leur local. Pas un seul mot de la part de La République En Marche pour dire que c'est pas bien. Quand vous avez Luc Ferry, pendant les Gilets jaunes, qui appelle à tirer sur la foule, pas un seul mot, vous êtes mutique. Quand vous avez tous vos collègues qui parlent de prise d'otage, je crois qu'on part dans un délire, là. on compare les grévistes à des terroristes. Pas un seul mot vous avez pour appeler au calme. Alors pardon, au bout d'un moment, oui, c'est la situation du pays. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de jeter de l'huile sur le feu en permanence et de prendre des risques et de faire prendre des risques à tous ceux qui sont dans la rue? Je connais votre engagement, je sais qui vous êtes, mais vous avez déjà essayé de vider la mer avec une cuillère. Essayez, ça va être pareil. La violence sociale, la colère sociale, elle est là. Je dis pardon que les élus ont une responsabilité particulière à ne pas utiliser certains pour une conclusion, s'il vous plaît, quel que soit leur bord politique. Vous pouvez condamner une réforme, mais les mots que vous utilisez... C'est entendu. Aymeric Caron pour une conclusion. Du pays, madame. Je suis désolé de vous dire. Allez, Aymeric, allez-y, prenez votre place. Sur le sujet que vous avez essayé de lancer, mais qui finalement n'a pas encore été abordé. Non, la légitimité. Non, c'était la dictature. C'était. Oui, ça oui. Oui, est-ce qu'on est en dictature? Pourquoi vous considérez qu'on est en dictature? Ça va pas être une conclusion, c'est la réponse. Attendez. Non, mais parce que le mot, c'est intéressant. C'est un débat qui moi me passionne. Oui, c'est vrai que c'est un débat passionnant. Un débat non seulement sémantique, politique. Les mots ont un sens. Ah, merci. Mais justement, il faut s'interroger sur ce qu'est une dictature. Est-ce qu'on a raison ou pas d'y faire référence par moment? Alors, la définition de dictature, elle varie entre l'existence, c'est-à-dire la création de ce mot lors de la Rome antique. À l'époque, c'était pas un gros mot, dictature dans la Rome antique. Il y avait même des dictatures éclairées. Absolument. Donc, c'était en période de crise, etc. Il y a une personne qui prenait le pouvoir. C'était pour le bien du pays. Bon, il n'y avait pas de souci. Certains disent qu'il vaut mieux une dictature éclairée qu'une démocratie éteinte. Non, moi je ne dis pas ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, le sens dictature, évidemment, c'est négatif, sauf qu'il y a plusieurs exceptions possibles. Il y a quand même un certain nombre de traits. Par exemple, c'est le pouvoir par un seul ou par un groupe de personnes. C'est le fait qu'il n'y a pas d'opposition possible, ou c'est le fait encore d'utiliser la violence pour maintenir son pouvoir et pour empêcher l'expression d'une pensée différente. Et il se trouve que indéniablement, on est obligé de reconnaître qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de traits qui tendent à la dictature, notamment dans l'incapacité ou dans la difficulté de plus en plus grande pour des manifestants, justement, de pouvoir... Pardonnez-moi, mais c'est irresponsable de dire ça. Non, mais déjà, je pense que si on a publiquement un débat sur est-on ou non en dictature, c'est qu'on n'est pas en dictature. Non. Pas forcément. C'est-à-dire que les dictatures peuvent prendre également les attraits d'une démocratie, avec des espaces d'expression, etc. On ne va pas vous réconcilier tout de suite. J'ai un impératif de pause publicitaire, mes amis. Il y a aujourd'hui, oui, une dérive autoritaire du pouvoir. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'autorité et la dictature, c'est pas tout à fait la même chose. C'est la conclusion de la différence entre le mot dictature et le mot autoritarisme. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.